Je suis Sandrine Briat, conseillère en innovation et productivité chez Développement économique Nouvelle-Beauce. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons ce midi pour ce webinaire sur la rentabilité des investissements en entreprise. Nous discuterons entre autres des différentes approches et solutions à envisager pour sécuriser un investissement et améliorer les performances de votre entreprise. Juste avant de vous présenter M. Baudouin-Coulté, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous expliquer le fonctionnement de notre webinaire. Il sera d'une durée maximale d'1 heure, suivie d'une période de questions d'environ 15 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Elles seront posées à notre conférencier durant le webinaire ou tout à la fin de celui-ci. Ce webinaire est enregistré et vous sera transmis par la suite dans quelques jours. Aujourd'hui, donc, nous avons le privilège de recevoir Marc-Antoine Baudouin-Coulté, directeur principal, coût de revient et amélioration de la performance chez BVA. Bonjour Marc-Antoine. Yes, merci. Bonjour Sandrine. Donc, au cours des 10 dernières années, Marc-Antoine a mis en œuvre et dirigé des transformations organisationnelles complexes, tout en établissant des relations d'affaires novatrices. Il a contribué activement au perfectionnement des processus opérationnels en appliquant judicieusement les parties prenantes afin de créer de véritables synergies au sein des organisations. Il a aussi conseillé et dirigé des partenariats pour optimiser les opérations grâce, entre autres, à l'amélioration des services clients, à la réduction des coûts opérationnels et à la mobilisation des équipes opérant à travers des transitions technologiques importantes. Toujours passionné de sport, il est un joueur d'équipe, soucieux de développer des relations de confiance basées sur l'intégrité et la communication. Marc-Antoine vous présente ce midi un sujet d'importance. Est-ce que vos investissements sont rentables? Bienvenue Marc-Antoine. Merci d'être avec nous. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'introduction, Sandrine. C'était un réel plaisir d'être avec vous ce matin, ce midi même. Merci de prendre votre temps aussi. Là, ce midi, je sais qu'il fait beau, les journées sont très occupées. Ça va vite. Il n'y a pas une minute à perdre. En 60 minutes, on va faire un bon tour général. N'hésitez pas à m'interrompre. Là, souvent, je tombe dans ma bulle puis je suis capable de parler sans m'arrêter. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Effectivement, aujourd'hui, on va couvrir la partie rentable. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez l'écran de présentation? Juste pour le côté technique, que tout est bien parti? Tout est beau de notre côté. Parfait. Donc, je n'aime pas ça parler de moi, j'aime mieux parler de l'équipe. Évidemment, dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent Blanchet de Vachon, je vais juste vous présenter vraiment rapidement c'est quoi. Pourquoi que des comptables parlent d'investissement et de rentabilité? Bien, évidemment, dans le fond, ça se mesure en argent. Pour ceux qui ne connaissent pas Blanchet de Vachon, c'est 4 places d'affaires, principalement la Chaudière-Appalaches. Un bureau à Sainte-Marie, un bureau à Saint-Georges, un bureau à Thetford Mines, un bureau aussi à Saint-Romuald. 55 ans vraiment d'affaires dans le service professionnel. On est déjà plus de 230, je pense qu'on est rendu 237 ou 238 dans l'équipe. Donc, on est une très belle équipe, très dynamique, très axée au niveau des entrepreneurs. Évidemment, dans le fond, pour les comptables, on va aller faire de la certification, on va aller faire des états financiers, on va apporter le conseil évidemment là-dedans. Puis c'est beaucoup plus que ça aussi. On a l'équipe de fiscalité spécialisée en taxes et consommation. Aujourd'hui, même avec nous, on a Pierre Gérard là, qui est avec nous, qui assiste aussi à la présentation. Qui est directeur principal aussi au niveau de la fiscalité. Très forte expertise au niveau là, des plans d'investissement, subventions, C3I, tout ce qui est les économies fiscales qu'on est capable d'aller faire avec quand on a investi dans certains procédés, dans certaines innovations, tout ça. Donc, si vous avez des questions un petit peu plus spécifiques, Pierre est avec nous. On va aborder rapidement certains points, vraiment très, très, très rapidement. Mais on a une belle équipe là-dessus au niveau de la fiscalité. Je pense qu'on a rendu 27 dans l'équipe, fiscalité internationale aussi. Donc, si vous désirez investir dans de la vente, investir dans une entreprise en tant que telle, on a un service aussi d'achat-revente, d'évaluation d'entreprise, réorganisation aussi fiscale là-dedans. On est capable de négocier avec vous, pour vous, des transactions, soit au niveau de l'achat ou de la vente. Évidemment, bien, on a besoin de financement aussi pour investir dans nos projets. On a un ancien banquier avec nous qui est capable de nous appuyer dans les structures de financement, préparer la réflexion, préparer les dossiers, préparer les négociations si on a besoin d'aller sur le marché. On touche à plusieurs choses, là, évidemment, environnement de la paye. On ne peut pas passer à côté de la comptabilité infonuagique. La comptabilité est en train de changer comme tout. Va très, très, très rapidement. Les nouvelles solutions technologiques pour les PME sont extrêmement pertinentes, comme QuickBooks Online, des solutions comptables qui sont très, très, très performantes.
On a une équipe là, spécialisée là-dedans, même de plus de 25 personnes, pour vous accompagner là-dedans. Puis pour la fin, je me suis gardé comme dessert là, dans le prix de revient, la performance d'affaires. Comme on parlait tantôt dans l'introduction, je n'aime pas ça parler de moi-même, mais j'arrive des usines, j'arrive des opérations, j'arrive des réseaux de distribution sur du transport, sur de la logistique, sur des opérations. Donc, on a un bagage qui est différent. On amène vraiment le service conseil au niveau de performance d'affaires, de mettre les dollars dans les opérations, la comptabilité de gestion. Je suis responsable de ce département-là, d'un certain nombre même de l'équipe qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, le prix de revient, performance d'affaires, c'est notre créneau. C'était présenté rapidement. On parle un petit peu plus d'investissement. On ne pourra pas faire le tour en détail de tout et partout d'un projet d'investissement en 60 minutes, évidemment. Le but, c'est vraiment de poser les bonnes réflexions. C'est quoi les bonnes questions, les bons réflexes à avoir ou c'est quoi les structures que je peux m'améliorer pour prendre les meilleures décisions dans un projet d'investissement. On va regarder différentes facettes. Là. Évidemment, ça part de où, une décision d'investissement? Ensuite de ça, bien, ça se concrétise comment je veux investir dans mes équipements, comment je dois commencer à attacher tout ça, les bonnes réflexions par rapport à ça. Bien, j'investis dans mes équipements, c'est correct, mais j'investis aussi dans mes équipes. Donc, on va se faire une simulation. Là. On va se conter une histoire ce midi d'un projet. Qu'est-ce que ça implique comme réflexion? Structure de coût aussi. Donc, dans mon projet, j'achète des équipements, mais j'investis aussi dans des travailleurs étrangers. J'aimerais ça, j'ai besoin d'avoir un apport supplémentaire en main-d'œuvre. Donc, je vais aller regarder comment ça va influencer ma structure de coût. Puis, évidemment, dans le fond, quand on investit là-dedans, ça a des impacts sur nos produits, sur nos ventes. Donc, comment on est capable de tout intégrer ça? Puis, pour faire un petit wrap-up, pour s'assurer que nos investissements là, sont payants. Donc, on commence un petit peu plus haut. La base d'une décision d'investissement, bien, il faut savoir on part de où, qu'est-ce qu'on fait. Il faut se connaître soi-même. Pour prendre une bonne décision d'investissement, souvent, on le voit, j'ai pris une décision d'investissement parce que mon voisin ou mon concurrent l'a fait sans nécessairement avoir bien cerné mes enjeux, sans avoir bien eu la réflexion stressante, avoir complété ma réflexion stratégique en profondeur, puis savoir comment on se démarque, comment on veut se positionner, surtout le pourquoi, puis vers où qu'on s'en va. C'est des questions qui sont super importantes parce qu'on peut investir énormément d'argent. Il y a des possibilités d'investissement, on ne peut pas les compter. Là, on se promène partout, on est bombardé de nouvelles technologies, on est bombardé de nouveaux équipements, de nouveaux procédés. On perd un joueur, on perd une personne clé dans l'entreprise. Comment que je dois investir mes ressources? Les possibilités, on ne se cachera pas, ce n'est pas cliché, mais sont à peu près infinies. Mais nos ressources, elles autres, sont pas mal plus limitées. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup, on a du temps, mais il faut le maximiser. Nos ressources financières, il y a de l'argent, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de poche, qui n'ont pas de fonds dans les poches. C'est super important, il faut bien prioriser. Si on investit des montants minimes ou des montants importants, ça change l'organisation aussi. C'est super important que la réflexion stratégique elle soit bien établie, surtout qu'elle soit bien communiquée aussi. Parce qu'il n'y a rien de pire que de prendre une bonne décision d'investissement, mais si notre organisation, si notre groupe à l'interne ne comprend pas cet investissement-là, puis le voit beaucoup plus comme une contrainte ou une décision d'affaires business qui n'est pas une décision humaine, l'adhésion au changement va être beaucoup plus difficile. On investit, c'est sûr qu'il va y avoir des changements. Si on n'investit pas, on ne change rien, mais on régresse et on recule. Donc, c'est super important d'avoir une bonne planification stratégique. Là, c'est un conseil de base, c'est cliché, mais c'est vrai que c'est important de bien comprendre, on se positionne où dans le marché. C'est quoi notre avantage? Est-ce que j'ai investi dans mon avantage concurrentiel? Oui, bien parfait. Est-ce que c'est bien communiqué avec tout le monde? Mes plans d'opération, est-ce que mes équipes, on a des bons budgets? Est-ce qu'on sait on est en contrôle de nos opérations, de nos processus? Parce que ça va changer. On a des nouvelles structures à mettre en place. Donc, c'est super important là, d'avoir une bonne réflexion. Puis pas juste de l'avoir faite à une, deux, trois personnes dans l'équipe. Souvent, dans le fond, de la partager, que ça soit, pas obligé de partager l'ensemble des chiffres, c'est pas ça que je veux dire, mais de la vision vers où qu'on s'en va pour mobiliser les gens dans le changement, c'est super important. Une fois qu'on a fait ça, bien, on a différents outils. Comme je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas un cours universitaire de comptable pour aller chercher toutes les nuances et toutes les particularités des différents outils pour les calculer des investissements. On va rester un petit peu plus générique là-dedans, mais évidemment, dans le fond, on va parler de chiffres, on va parler un petit peu de budget, on va aller parler évidemment de flux de trésorerie. Qu'est-ce que ça génère rapidement
Qu'est-ce que ça va me coûter? Qu'est-ce que ça va me coûter en termes de sortie de fonds? Qu'est-ce que ça va me générer aussi comme entrée de fonds supplémentaire? Tout se mesure en argent. Bottom line, c'est comme ça qu'on est fait, c'est comme ça qu'on doit parler en termes d'investissement. La résultante de tout ça, ça se termine toujours avec un chiffre de dollars. Est-ce que ça a été payant ou non? Intrinsèquement, oui. Si ce n'est pas monétairement, ça l'est pour l'entreprise en termes de valeur humaine, mais à long terme, ça va l'être parce qu'on va être capable d'attirer des nouveaux talents et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est super important. Alors, on va parler rapidement aussi de valeur actualisée nette, le ROI, le rendement sur l'investissement, le taux de rendement interne. Je n'embarquerai pas directement là-dedans dans les nuances et dans les explications très théoriques. En 60 minutes, ça va aller vite. On va faire un petit peu d'analyse de sensibilité, un petit peu de ratio de couverture de dette. J'en parlerai à peu près pas, mais c'est des termes. Je vais vous envoyer là, à la fin de la rencontre une définition en annexe là, des différents thèmes plus financiers, puis des différentes abréviations aussi là, que dans les présentations. N'hésitez pas de ce côté-là. Mais comme je disais tantôt, bottom line, c'est la donnée qui est validée. La donnée financière, c'est une des données qui est la plus solide dans l'entreprise. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres données, là, mais c'est la donnée qui est la plus structurée. Elle est validée. Oui, elle est dans le passé, mais est extrêmement pertinente, dans le fond, pour prendre les bonnes décisions d'investissement parce qu'on va avoir besoin de nos créations, on va avoir besoin de nos investisseurs si on parle d'investissement là-dedans. Et puis, le langage commun, c'est le langage de l'argent. On est ici, embarquons tout de suite là, dans le vif du sujet. On va se conter une histoire ce midi. Dans le fond, on va regarder. Je veux investir dans des équipements. On le sait, là, il y a beaucoup d'enjeux de main-d'œuvre, des enjeux d'approvisionnement, des enjeux de variation des coûts. C'est rendu de plus en plus accessible. J'ai un 450 000. On pourrait faire l'exercice avec un équipement de 4,5 millions aussi. Là. Ça aurait pu être un exemple. C'est vraiment de base. Il ne faut pas s'arrêter sur les chiffres, mais c'est pour expliquer la mécanique en arrière. Donc, on veut investir dans un robot. On veut automatiser une tâche récurrente chez nous qu'on a de la misère à fournir. On n'a pas de capacité ou X, Y raison. On part là-dessus. La première réflexion à avoir, on a déjà fait notre planification stratégique. On sait vers où on s'en va. On sait c'est où nos enjeux. On a ciblé, par exemple, notre atelier de soudure à l'interne dans notre plan directeur. On veut aller s'améliorer là-dessus. Donc, ma soudure est composée de quoi? J'ai de la main-d'œuvre directe. Évidemment, je consomme de la matière première. J'ai de la main-d'œuvre indirecte aussi à travers tout ça. J'ai des frais généraux de fabrication. Ça me coûte quelque chose, mon activité de soudure en tant que telle. Dans mon activité, j'ai de la supervision. Je dois embaucher aussi. J'ai de la recherche et développement. Il y a des activités qui sont connectées là-dessus. Je commence à en parler tout de suite parce que je vais en parler plus tard là, du concept des activités. Ça devient un outil qui est extrêmement pertinent. Je vais l'expliquer en détail un petit peu plus loin, là, mais gardons-le en tête. Puis évidemment, à la fois, quand on fait des investissements, il faut se donner des targets, il faut se donner des cibles. C'est important, on veut créer de la valeur. Souvent, on va investir dans un équipement pour réduire nos coûts. Dans ce cas-là, on se donne un objectif de vraiment réduire de 15 % nos coûts directs, en partie avec la main-d'œuvre directe, en partie avec des gains de matériel, tout ça. Donc, on y va. On pousse l'analyse, on va aller faire nos solutions, on va aller regarder c'est quoi notre projet en tant que tel. On va aller voir, j'ai besoin d'acheter un équipement, c'est 350 000, je vais avoir un 65 000 environ de gestion de projet à émettre dans ce projet-là. Donc, on va aller structurer high level, ou tout dépendamment du niveau de précision qu'on va avoir. Notre investissement est constitué de quoi? Il ne faut pas oublier, souvent, il y a des frais cachés qu'on oublie. On va en parler un petit peu plus loin. Là. Il y a des frais qu'on sous-estime. On se fait proposer des solutions qui sont extrêmement intéressantes. Je pense que les vendeurs c'est des très, très bonnes personnes, puis ce n'est pas fait avec de mauvaises intentions. Mais il y a souvent des petits frais cachés, puis un projet qui se déroule à 100 % comme on l'avait prévu. Il n'y en a pas beaucoup. J'arrive des usines, j'arrive de faire du transport, d'implanter des nouveaux robots, des choses comme ça. On touche, il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de variables. Donc, ça vaut la peine d'être prudent dans nos estimations de ce côté-là. On va aller se faire un budget de nos coûts initiaux. On va aller regarder la photo un petit peu plus financière, de se faire des budgets d'opération. J'ai vraiment appris un exemple assez simple, entreprise qui roule en 7,5 millions de chiffre d'affaires. Ça aurait pu être 75, puis on a investi en 4,5 millions. On se fout un petit peu des chiffres. C'est juste d'aller bien commencer à structurer notre information financière. La photo actuellement est peut-être à 30 000 pieds ou 50 000 pieds.
On va aller regarder, là, ça génère combien. Voici mes coûts d'opération actuels. Bon, mais j'ai 3,1 millions, quasiment 3,2 millions de frais d'opération. J'ai des frais de fabrication, j'ai des frais d'entretien, de maintenance, j'ai des frais de gestion. Je me génère une marge brute d'environ, je pense qu'on est à 28 là, dans ce cas-là. J'ai des frais de gestion, j'ai des frais généraux, j'ai des frais de vente, j'ai des frais d'administration aussi dans ma structure. Actuellement, ma photo, je génère, dans le fond, un 4,7 de marge nette, dans le fond, dans mon entreprise. Donc, je suis rentable, je suis capable de payer mes dettes, je suis capable d'investir dans des équipements. J'investis, je fais mes projections financières. Donc, je vais aller regarder. Mon objectif est vraiment de réduire mes coûts. Donc, je vais aller modéliser c'est quoi mes opérations. Je vais aller en détail un petit peu plus loin là-dessus dans quelques minutes. Là, je ne veux pas je veux pas te plonger tout de suite dans cette estimation-là. Mais on va aller faire des estimés. Ensuite de ça, on arrive avec notre résultat. Puis dans ce cas-ci, par la force des choses, on tombait direct dessus. Je pense que j'étais à 14,9 d'écart. On comblait vraiment, dans le fond, notre budget d'opération au niveau de nos main-d'œuvre. On comblait ça, mais à la limite, au collège, on n'avait pas nécessairement réalisé tous les frais indirects. Puis ça aussi, je vais aller l'approfondir un petit peu plus loin. Ça allait me coûter plus cher en frais de fabrication, plus en entretien, plus en frais de gestion. La structure de coût va changer. Je vais en parler encore un petit peu plus loin, mais dans mes produits et tout ça, ça veut pas. Il va falloir que je m'ajuste un petit peu de ce côté-là, parce que souvent, on investit dans des équipements, on investit dans des structures de frais fixes. Ce n'est pas la même chose. Il faut bien comprendre les changements dans nos opérations au niveau financier. Fait que, bottom line, j'ai une économie, ça va me rajouter des frais d'administration, puis j'estime, dans le fond, que je vais être capable d'aller générer des liquidités supplémentaires. Donc, l'écart entre les deux, entre mon actuel et mon robot projeté, je vais aller faire des économies, dans le fond, annuelles de 242 000 là-dessus. Fait que je vais combler mon besoin de main-d'œuvre, mais je vais aller augmenter ma structure des coûts indirects de frais de fabrication, des frais d'entretien, puis tout ça. Là, j'embarque dans une petite partie, un petit peu plus financière. Je n'irai pas trop loin là-dedans. Le but aujourd'hui, ce n'est pas de faire un cours de finance ou de comptabilité, mais juste expliquer rapidement, dans le fond, des concepts qui sont super importants. Souvent, quand vous allez parler d'investissement dans vos équipes ou avec vos banquiers ou avec vos investisseurs, une valeur actualisée nette, une vanne, le délai de récupération, c'est des concepts qui sont très, très, très fréquents, qui sont requis aussi dans les plans d'affaires pour investir, tout ça. Ça consiste en quoi, grosso modo, là, en quelques minutes, sur la durée de vie du projet. Donc, moi, je me dis, mon robot va me durer pendant 6 ans. Après ça, soit que je le revends, là, j'ai mis une valeur résiduelle à 0, mais mon objectif, c'est de le faire vivre pendant 6 ans. C'est quoi l'écart, la différence entre mes revenus et mes coûts? Dans ce cas-là, je n'avais pas directement d'impact sur mes revenus ou sur mes profits. J'allais avoir des impacts sur les coûts. Donc, ça va me coûter moins cher en opération, mais ça va me coûter plus cher dans mes frais indirects. Ça va me permettre de générer au net 242 000 d'économies, comme je parlais tantôt. Sur 6 ans, ce 242 000-là d'économies, il ne vaut pas la même chose. C'est super important d'aller l'actualiser, parce que dans 6 ans, mon dollar ne vaudra pas la même chose. Dans ce cas-là, sur un cas manufacturier, on va aller ajuster, dans le fond, le CMPC, qui est un coût moyen pour le ré du capital. Donc, c'est quoi la valeur de mon argent? Si j'investis cet argent-là pour le même risque, elle devrait me générer combien de revenus? Dans ce cas-là, c'est du 10 %. Des fois, ça peut être du 15 %, tout dépendamment de votre secteur de l'opération ou du type d'investissement. Si vous voulez approfondir ce concept-là, je ne l'approfondirai pas aujourd'hui, n'hésitez pas, dans le fond, à nous recontacter. On a des équipes aussi, quand on parlait tantôt de financement ou d'acquisition de transactions. On est capable d'aller faire des modélisations financières aussi là-dessus, d'aller faire des analyses plus poussées pour aller choisir notre CMPC. C'est quoi notre bon taux qu'on doit utiliser pour actualiser, là. Je ne veux pas aller embarquer trop loin là-dessus. Là. On a 60 minutes, puis je ne veux pas qu'on s'endort là-dessus. Mais c'est la valeur de l'argent. C'est comme si l'inflation. Appelons-la l'inflation en fonction d'un risque qui est différent que le risque monétaire général. Donc, si c'est rentable, on arrive à 0. Évidemment, dans le fond, là, avec des économies de 242 000 par année sur un coût de 450 000, parce que c'est le coût total de mon projet, il est rentable. Je fais de l'argent. Dans le fond, je vais faire plus d'argent sur 6 ans que si je n'en faisais pas. C'est super intéressant. Le but d'une vanne, c'est d'arriver à 0. Si on arrive à 0, ça veut dire qu'on comprend, qu'on fit ou
qu'on accoste dans le fond de 10 %, donc c'est super intéressant. Un des points qui est super important, c'est le délai de récupération. Ça va me prendre combien de temps rembourser mon investissement? Donc, là-dessus, dans une situation comme ça, on est environ à 2 ans et demi de rentabilité là, de ce côté-là. J'explique le concept, puis on va l'éclaircir plus. On va l'approfondir un petit peu plus loin, mais je ne veux pas qu'on aille trop loin là-dessus. Le temps file, puis je veux faire attention de ne pas trop déborder, puis de garder du temps pour les questions. On est ici. Donc, on a un plan d'investissement dans nos équipes. Maintenant, dans notre plan d'investissement, on va remplacer des tâches de soudure par un robot soudeur. Ça va nous créer des tâches aussi là, afférentes, plus d'assemblage. On a des excellentes opportunités pour aller embaucher des travailleurs étrangers. Il y a plusieurs programmes aussi qui sont intéressants pour nous aider là-dedans. Quand on pousse cette réflexion-là, c'est pour ça que je vous disais qu'on allait pousser la réflexion au niveau des coûts directs et au niveau des coûts indirects. On pourrait faire les mêmes tableaux comme ça pour les activités là, mécaniques comme la soudure. Il y a des frais directs qui sont les salaires, les bonus, du temps supplémentaire, des frais qui sont beaucoup plus faciles à attacher directement sur le temps travaillé. Plus que je travaille, plus que je paye le salaire, plus que j'utilise le matériel, plus que j'ai du temps, dans le fond, aux tâches à valeur ajoutée sur de l'efficacité, de l'efficience ou de la qualité, mais c'est du temps qui sont vraiment directs sur un employé, par exemple. Les parties qui sont plus difficilement mesurables, où est-ce qu'il faut se poser un petit peu plus de questions, c'est au niveau des frais indirects. Dans l'exemple ici, je veux engager 5 ou 8 personnes, des travailleurs étrangers. Bien, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de frais indirects, comme de la santé et sécurité, des ressources humaines, des frais légaux, du frais de recrutement. Est-ce que je dois devoir les loger? Est-ce que je vais devoir ajuster la législation? Est-ce que je vais avoir des avocats à payer au niveau des permis de travail? Est-ce que je vais devoir les déplacer? Est-ce qu'il va y avoir des réunions? On va investir du temps là-dedans. Il y a beaucoup de temps indirect, dans le fond, qui est plus difficilement mesurable. Puis on va approfondir ça parce que c'est un élément qui est important dans l'analyse de nos projets d'investissement. C'est facile de mesurer le direct, mais quand on tombe dans le gris, il faut se donner des outils et des cadres un petit peu plus stricts parce qu'il y a énormément d'argent là-dedans, souvent qu'on sous-estime. C'est souvent dans cette partie-là, dans nos projets d'investissement, qu'on a de la misère à être précis. Comme je vous ai dit, ça pourrait être exactement là, la même chose, des coûts directs et indirects pour des activités de production comme de la soudure ou quoi que ce soit. Là, j'ai utilisé l'exemple d'un employé, d'aller chercher des employés là, à l'étranger, mais c'est des réflexions qui sont importantes à avoir, c'est des questions qui sont importantes à poser parce qu'on doit ajuster ça dans nos hypothèses. Je change mes robots, j'engage des travailleurs étrangers pour faire de l'assemblage. Quand je vous parlais de l'impact sur des activités d'exécution et des activités de soutien, même si mon projet est rentable, je ne dis pas que c'est un mauvais projet parce qu'il y a juste une tâche verte puis il y a 4 taches rouges, mais il faut comprendre les impacts totaux, dans le fond, du projet sur l'ensemble de l'organisation. J'ai schématisé ça très, très, très facilement. Là. Mon entreprise de 7,5 millions de chiffre d'affaires, je suis un atelier de soudure qui fait des vélos, par exemple. Je découpe, je plie, je soude, j'assemble, je polis ou peinture, puis mon frame de vélo est parti. Ça, c'est mes activités qui créent de la valeur, mes activités d'exécution. À côté de ça, j'ai évidemment, dans le fond, des activités d'administration, de vente, de gestion, d'entrepôt, d'entretien, de recherche et développement, mon ingénierie. Donc, oui, je vais aller chercher un gros gain. Je vais aller chercher mon 15 % au niveau de ma soudure, mais dans mon ensemble de mes différentes activités, ça va me coûter plus cher à l'assemblage, ça va me coûter plus cher d'administration, de gestion, puis tout ça. Fait que dans ma composition de mes produits plus tard, on va l'attacher un petit peu plus tard, ça va peut-être changer ma réflexion. C'est pour ça que notre réflexion stratégique doit bien être documentée puis bien être quantifiée parce que chaque activité a une composition. Fait que si dans ma tête, mon activité d'assemblage est uniquement constituée de main-d'œuvre qui me coûte 33 $ de l'heure, c'est facile à calculer. Le nombre de temps que je passe sur assembler mes vélos, ça se calcule facilement. La partie où est-ce qu'on va souvent diminuer notre niveau de précision, c'est nos frais généraux de fabrication, les frais fixes. Mon espace d'assemblage, elle occupe un certain espace, elle consomme des taxes, elle consomme de l'assurance, elle consomme de l'électricité, ça consomme des frais de bâtisse. C'est toute ma structure de frais fixes, dans le fond, qui me coûte relativement cher, par exemple, dans mes robots. Maintenant, ma partie de frais généraux de fabrication fixe devient beaucoup plus importante que mes frais de fabrication de main-d'œuvre directe. Donc, ça vient changer mes hypothèses, ça vient changer mes coûts qu'on va voir un petit peu plus tard par produit.
Et puis, nos activités de soutien aussi, ça vient changer parce qu'on l'a vu, ça me coûte plus d'admin, plus de gestion, plus de recherche et développement. Donc, il va falloir, c'est important d'aller quantifier ça pas le plus précisément possible pour virer fou puis perdre nos cheveux à juste calculer des sous-noirs, mais à comprendre le concept pour nous aider. Comment on est capable d'essayer de réduire le risque ou de contrôler notre risque? Ça va être via la comptabilité par activité, comme on a parlé tantôt. Les différentes activités, bien, c'est ma soudure, mon assemblage avec mes activités de soutien. On va prendre l'information financière. On va prendre la balance de vérification comptable. Là, je tombe dans mes bas bruns. Là. On prend tout ce qui est mesuré, dans le fond, au niveau comptable. Compte par compte, on va aller les classer. Je sais que c'est petit, là. On va aller les classer par poste. On va aller regarder c'est quoi qui est dans ces comptes-là. Puis comment on va les associer à mes activités. Donc, tous mes comptes vont passer dans le tordeur pour dire, bon, ben voici mes frais qui s'en vont en découpe, voici mes frais qui s'en vont au pliage, voici mes frais de soudure. Souvent, avec la main-d'œuvre, on a des job codes, par exemple, sur nos ordinateurs, dans le fond, sur nos temps de paye, tout ça. Ben, on va aller programmer tout ça pour s'assurer d'avoir la bonne information pour aller bien mesurer nos coûts par activité. Puis l'impact de notre robot, comment que ça va se refléter, dans le fond, dans notre activité de soudure, avec un avant et un après. Ça, c'est la beauté de la chose. C'est de la comptabilité de gestion. On est capable d'aller simuler, on est capable d'aller rentrer des nouvelles données là-dedans pour avoir notre nouveau taux, dans le fond, par activité de ce côté-là. Je sais que ça, c'est un peu plus abstrait ou un petit peu plus, pas complexe, mais un petit peu c'est vu moins fréquemment. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ça fait quoi, 20 minutes, une demi-heure que je suis parti? Ça fait du sens? Pour le moment, il n'y a pas de questions, donc on peut continuer. Mais si vous en avez, n'hésitez pas. Marc-Antoine, je te couperai à ce moment-là. Parfait. Là, c'était la partie la plus théorique, là, la plus complexe, là, de comprendre, d'aller attacher la comptabilité aux informations de gestion par activité. C'est un élément qui est super important parce que ça nous permet d'aller réduire notre risque et aller tout couvrir les dépenses. Je n'embarquerai pas là-dessus aujourd'hui, mais ça pourrait nous amener même à aller se mesurer quand on a fait notre investissement. Une fois qu'il est réalisé, est-ce qu'on atteint nos objectifs? Bien, on a la donnée comptable financière qui est en arrière de nous, qui est la plus validée, qui est la plus solide pour s'assurer qu'on est en contrôle de nos opérations. On est capable d'aller modéliser plusieurs outils de performance là-dedans aussi. Là, une fois qu'on a fait cet exercice-là, c'est extrêmement puissant. On peut aller mettre ça dans les nouveaux outils de soumission aussi. On est capable d'aller faire de l'analyse d'écart. Donc, je ne veux pas aller trop loin là-dessus, là, mais ça ouvre une porte à des très belles possibilités. Puis ça vient réduire notre risque d'investissement parce qu'on est capable de comprendre ça va être quoi les impacts de mon investissement sur mes opérations et de mes coûts d'opération. Mais si j'attache ça tout seul, ça ne vaut pas la peine. Je vais en revenir un petit peu plus loin dans le troisième bloc. Donc, en ayant fait cette analyse-là, souvent, on trouve d'autres petites dépenses qu'on n'avait pas pensées, comme les frais indirects, dans le fond, au niveau de l'acquisition, dans le fond, de nouveaux employés, des travailleurs étrangers. J'ai mis peut-être 1,5, je pense qu'il y avait 1,5 là, dans le fond, là, de coûts qu'on n'avait pas bien estimés ou qu'on n'avait pas réalisé qu'il allait avoir un impact, dans le fond, dans nos coûts d'opération. L'évaluation de la matière première, oui, mais tabarouette, un peu, le gain était peut-être surestimé initialement parce que le produit sur lequel on va aller produire, le robot sur lequel il va produire, actuellement, quand on se rencontre sur le plancher par activité, on est capable d'aller réutiliser beaucoup plus nos retailles. Bien là, le robot, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. On a une petite perte d'efficacité de ce côté-là. Fait que nos estimations à 50 000 pieds étaient bonnes, mais en ayant fait l'exercice de la comptabilité par activité avec les frais indirects, l'ensemble de la bonne vision sur tous les comptes, souvent, on va redéterminer certaines dépenses. Là, dans ce cas-là, c'est négatif. Des fois, on est capable d'en générer des supplémentaires, mais on va aller chercher une réduction de 2 de ce côté-là. C'est là qu'on va aller faire une analyse de sensibilité aussi par la suite. Jusqu'où mon projet ça va avoir quoi cette influence-là sur la rentabilité de mon projet? On se met une petite perte de 2 J'avais 15 d'efficacité, je descends à 13. J'ai un petit peu plus de frais d'admin, de frais de gestion. J'ai un frais de 25 000 supplémentaires, dans le fond, de légal, par exemple, que je n'avais pas considéré, puis d'assurance, puis tout ça, de déplacement. Oh, tabarouette, je regarde mon résultat global, ça fait encore vraiment du sens. Je pense que c'est un projet qui est quand même encore rentable. Je vais augmenter ma marge
ma marge de profit, je passe de 4,7 à 8. Je ne suis pas tout à fait sur ma cible de réduction de main-d'œuvre directe de matières premières, mais dans l'ensemble, c'est un projet qui est super rentable. Donc, on va aller faire le même exercice au niveau de la vanne. On est encore rentable. On génère encore des profits sur le netisant, ça, il n'y a aucun problème avec ça. Même annualisé, ça va bien. Mais on se rend compte que notre délai de récupération, on est rendu à 4 ans au lieu de 2 ans et demi tantôt. Ça veut dire impacte la liquidité. Pour ces deux petits changements-là, pour 1,5 de matière première, 1,5 pour 2 d'efficacité au niveau de nos frais directs, quand j'avais sous-estimé, 25 000 de plus. Tabarouette, un peu, là, ça me prend 4 ans au lieu de 2 ans et demi pour rentabiliser mon investissement. Un peu, ça n'aura pas le même impact sur ma liquidité. Oui, je vais aller le financer et tout ça, mais ça va avoir certains enjeux. Fait que c'est là qu'on va aller faire des analyses de sensibilité, jusqu'où on est capable d'absorber. C'est quoi nos limites? Est-ce que rendu là à 4 ans, c'est un projet qui est encore viable? Est-ce que je devrais l'investir ailleurs? Est-ce que je devrais investir dans un logiciel, pas dans un robot soudeur, parce que je récupérerais mon 450 000 beaucoup plus rapidement? Ben, c'est là qu'on va aller faire des analyses de scénario, des analyses de sensibilité de ce côté-là pour pousser la réflexion. Donc, ça fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Là, je vais essayer de ralentir. Là, je suis parti, puis je veux me ralentir un petit peu. N'hésitez pas du tout. La force des choses, pourquoi qu'on fait ça, la comptabilité par activité? On va aller attacher ça sur l'ensemble de l'entreprise. Aller faire des investissements, c'est parfait. On va aller réduire nos coûts, on va aller mobiliser nos employés. À la limite, ça peut même être attractif pour attirer des plus jeunes à venir travailler dans un environnement qui est technologiquement plus avancé. On le sait, l'acquisition de la main-d'œuvre, c'est très difficile si on n'est pas 4.0, puis si on n'est pas à l'avancement pour des mêmes conditions de travail. Les employés vont souvent aller vers des entreprises qui sont plus technologiques, ou surtout les jeunes. Vont aller se rapprocher de ces entreprises-là, vont être beaucoup plus fidèles aussi, en confiance en l'avenir et tout ça. Donc, pourquoi qu'on fait ça? C'est super important de savoir sur quoi qu'on investit. C'est quoi nos cibles en tant que telles? C'est quoi les produits sur lesquels on doit investir? Pour ça, dans le fond, ça va faire notre rentabilité par produit. Pour savoir, quand on a fait notre analyse stratégique, c'est quoi qui est payant chez nous? C'est quoi qui ne l'est pas? C'est quoi que je suis capable de vendre? C'est quoi que je ne suis pas capable de vendre ou que je ne suis pas capable de m'approvisionner? J'ai des produits qui sont extrêmement payants, mais je ne suis jamais capable d'avoir le matériel que j'ai besoin pour le faire. Mon risque est très, très grand. C'est des facettes qui sont super importantes, dans le fond, de considérer. Ce n'est pas vrai qu'en installant un robot soudeur, nos frais généraux, nos frais indirects vont être répartis à l'ensemble de nos produits. Souvent, on le calcule comme ça. Là, j'ai 30 de marge brute. J'ai 25 de frais indirects, je mets 25 à tout le monde, puis c'est comme ça que je calcule ma rentabilité par produit. Tout le monde consomme le même produit uniformément. Quand on arrive sur le plancher des vaches, on regarde mes deux frames de vélo, mon frame A puis mon frame B, qui n'est pas pareil, qui n'a pas les mêmes étapes de fabrication. Ils n'auront pas la même rentabilité. C'est là que je vais aller vous expliquer un petit peu l'autre concept là, par la suite là, pour attacher nos coûts complets par produit. Ça, c'est la première question. La deuxième qui est super importante aussi, c'est qui mes clients? C'est qui sont payants? C'est bien beau avoir des beaux clients, bien beau signer un super de gros contrat qui va m'amener une très bonne croissance, puis sérieusement, c'est peut-être le meilleur contrat que je signe, mais à l'inverse, c'est peut-être le pire contrat que je signe parce que je vais me mettre à perte, puis je vais tellement m'accoter, puis il ne sera pas négociable sur la variation. Le prix d'une matière première va changer de 5 puis je suis bloqué avec ce contrat-là. Ça va être extrêmement difficile de s'en sortir. On le voit dans les dernières années, là, surtout la dernière année. La variation des prix de la matière première, c'est critique. Là. Ça bouge. Le prix du fioul change de 7-8 par jour. Il y a des semaines qui, en 6 mois, il a doublé. Matière première, le bois, l'acier, tout ça. C'est super pertinent de savoir notre rentabilité par client ou de notre rentabilité par projet. J'ai un projet ABC, construction de tel bâtiment, de telle structure. L'ensemble de mes équipements, ma grue, mes pépines, tout ça, ça s'en va tout sur ce projet-là. Oh, tabarouette, t'as peu, c'est celui qui est vraiment rentable. J'ai une équipe administrative à temps plein là-dessus parce que c'est mon plus gros projet. La gestion documentaire est extrêmement plus poussée parce qu'il est sur le BIM, par exemple, puis je suis en train de me former, tout ça. Mais est-ce que ce projet-là est rentable ou il va le devenir grâce au BIM? Je ne veux pas embarquer trop loin là-dessus, là, le building modeling, là, mais c'est des choses qui sont super importantes d'avoir.
c'est quoi qui est payant chez nous, c'est avec qui que c'est payant, puis mes projets, à la limite, sont-ils rentables, c'est quoi mes délais de fabrication et de facturation là-dessus. Comment on attache tout ça ensemble? Notre coût complet par produit, c'est là qu'on va aller calculer. Tu sais, je vous parlais des taux, je vais en revenir un petit peu plus loin. J'ai scindé ça, dans le fond, en quatre cadrans pour que ça soit un petit peu plus simple à expliquer. Mon vélo. Ou ben, je pourrais l'expliquer avec l'analogie de la crêpe. C'est vraiment facile. Je transporterai ensuite de ça avec le vélo. Mes ingrédients, c'est quoi? Ben, c'est mon garde-manger. J'ai de la farine, j'ai du lait, j'ai des œufs. C'est le coût de mes matières premières. C'est arrivé chez nous, j'ai mes coûts landés. Mon transport est inclus, dans le fond, dans mes coûts. C'est mes ingrédients, c'est mon garde-manger. Je veux faire une recette de crêpes. C'est quoi ma composition? Ben, c'est là que je mets ma quantité de matière première par crêpe. Fait que je mets une tasse de lait, une tasse de farine, puis un œuf. Ça, c'est mon BOM, le fameux Bill of Materials. Là. Faire une batch de crêpes, ça me coûte combien de matière première, soit au niveau de la conception, soit qu'on le fait dans un configurateur, là, si c'est toujours du sur-mesure, du sur-mesure exactement, ou c'est des standards, on fait nos compositions de nos produits, nos fameux BOM, Bill of Materials, j'ai combien de matière première dans mon produit. La partie où est-ce que ça devient vraiment intéressant, que je parlais tantôt de la comptabilité par activité, on va aller réduire notre risque parce qu'on va aller s'assurer de tout couvrir les coûts au niveau de la charte comptable par activité avec nos opérations, mais on va être capable de l'attacher au niveau de notre produit aussi. Fait que faire ma crêpe me coûte 5 minutes de brassage, mélanger mes ingrédients, puis 2 minutes de cuisson, par exemple. Mais 5 minutes de brassage, mais j'ai besoin juste de mes équipements pour brasser. Mais pour ma cuisson, j'ai besoin de mon four, j'ai besoin d'une poêlonne, j'ai besoin d'électricité. Dans mon coût complet par activité, ça va avoir été calculé. Quand je vais arriver sur calculer le coût complet de ma batch de crêpes, je vais savoir ça coûte combien de matière première, de lait, farine puis d'œufs. Ça va m'avoir calculé mon temps à moi, mon temps de main-d'œuvre direct, mes frais variables, mes frais fixes aussi qui sont associés à ça. J'ai besoin d'avoir une cuisine, mais ça m'a coûté quelque chose d'avoir ma cuisine. Par exemple, ça sera dans mes frais fixes. Donc, ma batch de crêpes m'a coûté 2 piastres. Est-ce que je la vends? Je la vends à quel prix? Ben là, ça va être la valeur, là, ça serait plus d'aller déterminer le prix de vente. C'est pas le but d'aujourd'hui, c'est pas ça. Mais c'est de vraiment comment on est capable d'attacher les coûts complets sur nos produits. C'est un petit peu les quatre réflexions à avoir, là, puis les 4 piliers qui sont super importants. Puis c'est les 4 piliers qui sont super importants à les structurer aussi dans vos outils de gestion, dans vos ERP si vous en avez. C'est un élément qui est super, super important là, pour être capable d'arriver à dire de mes états financiers initiaux, je roulais à 7,5 millions de chiffre d'affaires, je produis 4 types de vélos, mes vélos 1, 2, 3 et 4. J'ai 3 classes de clients dans ce cas-là, des clients A, B ou C. Mais mes vélos, c'est quels vélos qui sont payants? C'est quels vélos qui ne le sont pas? Parce qu'ils consomment des frais généraux différents, ils consomment des activités différentes. Puis, ils consomment des matières premières aussi, il y a des niveaux de qualité qui sont différents. Donc, d'aller chercher notre rentabilité par produit est un élément qui est super, super important dans nos décisions d'investissement, puisqu'on peut aller assez loin là-dessus, là, de ce côté-là. On va se poser des questions. Là. Est-ce que j'investis dans mes meilleurs vendeurs? Mes meilleurs vendeurs, c'est des éléments, mes 2 vélos qui sont à perte. Oh! Est-ce que je vais aller réduire le gap parce que le prix du marché, je ne peux vraiment pas aller à côté de ces prix-là. Je ne peux vraiment pas aller plus loin que ça. Et le marché comme ça, puis je fais face à une concurrence qui est complètement différente, mais qui me génère environ quoi? On était à 70-79% dans le fond là, de mon chiffre d'affaires. On est encore pas loin du 80-20, c'était même pas voulu. Mais ces équipements-là sont à perte, où j'arrive presque à break-even. Est-ce que je veux aller investir là-dedans? Est-ce que c'est vers là que je me démarque, c'est vers là le marché de l'avenir? Peut-être que oui, peut-être que non. Si j'investis des robots soudeurs pour mes 6-7 prochaines années dans ces montants-là, est-ce que ça vaut la peine? Oui ou non, mais il faut que j'aie eu cette réflexion-là. Il faut que nos investissements soient stratégiques, basés avec des informations financières qui sont validées, qui sont précises. Là, ça parle beaucoup, ou ça pousse la réflexion. Puis je lance des hypothèses. Là. À la limite, c'est peut-être ça qu'on doit faire. On doit investir dans nos opérations qui est notre pain et notre beurre, parce qu'actuellement, on n'est pas concurrentiel, puis qu'on doit absolument aller améliorer nos frais d'opération pour aller avoir des marges positives sur ces produits-là, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. À l'inverse, dans le fond, est-ce qu'on devrait investir sur nos produits qui sont les plus rentables, puis qu'on a un avantage concurrentiel là-dessus qui est indéniable, puis que les concurrents ne sont pas capables de nous
concurrencer là-dessus, mais je sais que je vais aller, par exemple, cibler mon produit 4, qui est juste 15 de mes revenus, pour 1,2, 1,2 million de chiffre d'affaires sur 7,5, mais qui est extrêmement rentable parce que les concurrents ne sont pas capables de me concurrencer là-dessus. Puis j'ai le marché à moi tout ça, fait que je peux charger plus cher. C'est des exemples concrets souvent qu'on voit très fréquemment. Puis qu'on n'avait pas, on avait le gut feeling de ouais, je kiff ou je suis pas mal tout pareil. Mais quand on fait l'exercice, on se rend compte que tabarouette, t'as peu. C'est correct d'avoir des loss leaders. C'est correct d'avoir des produits sur lesquels on fait des bonnes marges. Mais il faut être capable de le savoir, de le mesurer puis de le comprendre. Ça, c'est un élément qui est super important là, de baser dans nos réflexions. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On continue. Le temps file, mais je pense que je vais avoir le temps pour les questions sans problème là-dessus. Il me reste un bon 20 minutes. On est capable là, de rentrer dans les temps. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse-là, notre objectif initial, on se répète, j'ai fait ma planification stratégique. J'ai regardé pour réduire mes coûts d'opération sur la soudure. Je sais que je vais avoir besoin d'engager des employés étrangers. Ma première évaluation au niveau de la réduction des coûts, je disais, oui, c'est un projet qui n'a aucun problème avec ça. Je vais rentabiliser ça en 2 ans, en maximum 2 ans et demi. J'objecte tous mes objectifs, c'est parfait. Je gratte un petit peu plus loin, je modélise mes coûts par activité. Je vois tabarouette un peu. C'est un projet qui est quand même assez sensible. Je passerai de 2 ans à 4 ans et demi pour des écarts de coûts qui ne sont pas si grands que ça. Oh, attends un petit peu. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça va me générer des capacités? Je vais aller faire l'analyse de mes produits. J'ai investi sur un produit, dans le fond, qui est beaucoup plus rentable chez nous. J'ai investi, où je vais aller réduire mes coûts, puis je vais rendre mes produits qui étaient à perte dans le passé profitables. Comme ça, je vais m'assurer, dans le fond, de la pérennité de l'entreprise. Ça va me générer, dans le fond, un petit peu plus de ventes supplémentaires parce que je vais avoir de la capacité supplémentaire, dans le fond, de générer des revenus avec mes gains d'efficacité et tout ça. Fait que même si je perds de l'efficacité de 2 même si j'ai les frais d'administration supplémentaires, je vais être capable de générer un petit 2 de vente de plus, donc un 150 000 de vente de plus parce que je vais avoir de la capacité d'en produire plus. Je vais avoir plus de capacité puis j'ai une force de vente de me démarquer sur le marché là-dessus. Donc, ça m'amène, dans le fond, à une rentabilité, évidemment, qui est plus grande. On arrive, dans le fond, à 304 000 de rentabilité. Je vais presque, là, c'est un coup de baguette magique, là, mais je vais presque doubler ma marge d'opération. C'est un investissement qui est extrêmement intéressant au niveau budgétaire. Je vais aller faire le même exercice. Donc, je vais aller valider tout. Ça va me prendre combien de temps rentabiliser mon investissement. C'est sûr que là, les chiffres sont assez explicites, là, mais ça me prend 2 ans approximativement, tout dépendamment, dans le fond, du démarrage à mon année zéro de mon équipement pour le rentabiliser. Donc, là, on a une bonne photo. On est en contrôle de nos opérations. On est en contrôle de nos ventes aussi ou en contrôle de notre plan de match pour être capable de le communiquer. Il n'y a rien de pire qu'investir 450 000 sur un robot et que nos vendeurs ne comprennent pas ce qu'on fait. Pourquoi on a investi 450 000 là? Ça nous aurait pris un CRM pour être capable de maintenir la relation de nos clients. On aurait dû mettre le 450 000 sur un site Internet transactionnel pour que nos clients commandent. Mais si notre équipe ne parle pas le même langage, si on n'a pas bien réfléchi à cet investissement-là, peut-être que c'est le meilleur investissement, mais il n'est pas bien communiqué ou il n'est pas bien planifié stratégiquement dans notre marché, on va se tirer un coup dans le pied. On va investir dans des équipements qui sont déjà à perte et qu'on va perdre l'efficacité ou c'est un marché qui est en train de mourir dans les 2-3 prochaines années. Mon robot soudeur est bon pour 6 ans. Je vais faire quoi entre les deux? C'est les genres de réflexions qui sont super importantes d'avoir. Donc, ça m'approche vers la conclusion, un petit peu le wrap-up. Ben, je viens de le faire indirectement. Là. Comment bien investir comment bien structurer nos investissements stratégiques, nos coûts d'opération, de bien comprendre notre structure de coûts. Nos coûts directs, c'est plus facile à mesurer. Qu'est-ce qu'on va sauver en termes de main-d'œuvre, par exemple, sur un robot, sur nos gains d'efficacité, sur la qualité de la soudure. Ça ne cachera pas, là, souvent, un robot soudeur va souder de manière beaucoup plus précise et il va avoir moins de pertes. L'étanchéité de la soudure va être meilleure, on va avoir des gains au niveau de la matière première, mais ça va nous amener des coûts indirects beaucoup plus grands.
va nous amener un programmeur, ça va nous amener un nouveau logiciel de dessin, un logiciel de nesting, ou peu importe. Ça va nous amener il va falloir déboguer ça, cette machine-là. Des fois, on va avoir des non-concordances, on va avoir plus de frais indirects dans notre structure de coûts, plus de frais fixes, un petit peu moins de frais variables aussi. Fait que ça va avoir quelle influence, dans le fond, dans la composition de mes coûts par produit. Ça va avoir si j'ai une influence sur mes coûts par produit, bien, ça va influencer mes revenus. Comment je vais être capable de vendre? Est-ce que j'investis dans les bons produits qui sont les plus efficaces pour moi? Peut-être pas nécessairement les plus rentables, mais qui ont le plus de gains à court, moyen et long terme dans ma planification et dans mon entreprise chez nous. Si je fais la même chose que le voisin, mais on n'a pas le même cadre, on n'a pas le même environnement, on n'a pas le même produit, c'est peut-être pas la bonne idée. Fait qu'il faut vraiment avoir une bonne stratégie de vente là-dessus, être capable de vendre ce changement-là. Il n'y a rien de mieux qu'un bon vendeur qui va dire hey, tabarouette, je suis content qu'on investisse dans un robot, ça va m'aider à vendre ça auprès de certains clients. Hey, chez nous, on a des robots, puis ça vaut. On est à l'avancée, puis fais affaire chez nous, tu vas avoir une meilleure qualité. Puis viens, je vais te montrer ça quand tu vas venir dans le coin. Ben, ça a des impacts aussi de ce côté-là. Comment on a bien cerné nos investissements sur l'avantage concurrentiel, c'est un élément qui est super, super, super important. On a trop d'options d'investissement actuellement. On peut avoir des systèmes ERP, des CRM, des MRP, on peut toutes les avoir. Toutes les solutions technologiques sont extrêmement pertinentes. Je suis un grand fervent de ça. Là. Je ne dis pas que ça ne sont pas bonnes, là. Mais on a énormément de possibilités. Comme je parlais au début, c'est dur. On n'a pas toutes les limites. On n'a pas toutes les ressources. On n'a souvent pas de ressources du tout pour le faire. C'est un enjeu qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il faut être capable de choisir nos investissements. Il faut se démarquer. Il faut garder notre avantage concurrentiel ou s'en créer un. Souvent, l'avantage qu'on avait dans les 5, 6, 7, 8 dernières années n'est plus le même du tout pour les 2, 3, 4 prochaines. On le voit arriver, la concurrence, elle change. Un nouveau joueur qui arrive, un disruptor là, qui arrive dans le marché avec une nouvelle technologie, qui fabrique en usine au lieu d'en chantier. Ça vient changer la donne complètement, dans le fond, au niveau de la construction. C'est quoi mon avantage concurrentiel? Je suis capable de donner de l'information au client. Bon, ben, c'est parfait. Si je suis dans la construction puis je ne connais pas le BIM, puis je fais affaire avec des donneurs d'ordre publics ou des plus gros joueurs, tabarouette, t'as peu, c'est quoi? Je vais avoir une très bonne relation d'affaires avec 2, 3, 4, 5 personnes, mais si je ne parle pas le langage du BIM, je dois avoir des questions à me poser. C'est quoi mon avantage concurrentiel? Où est-ce que je dois investir mes ressources pour le bâtir ou le maintenir, cet avantage-là? C'est super, super important. Ensuite de ça, bien, évidemment, on parle d'investissement. J'en parlais un petit peu tantôt, c'est de la gestion de changement. C'est pas facile. C'est pas facile de se décider. C'est pas facile de l'implanter, puis c'est pas facile d'en faire d'autres après, puis de le rendre viable, puis de ne pas l'échapper après une fois que c'est parti. Ça prend des données financières, dans le fond, qui sont adaptées, dans le fond, directement aux décisions. Souvent, je ne dis pas ça pour contreparler, là, la donnée financière est excellente et est très, très, très pertinente. Souvent, il faut la modéliser d'une autre manière, il faut l'ajuster pour prendre des décisions. Un état des résultats, si je remonte là, au début, là, quand on regarde la charte de compte versus les taux par activité, c'est des exercices qui sont. Oh, excusez, j'ai perdu le contrôle un petit peu de la présentation. Là. Ça ne sera pas bien long. On arrive ici. Donc, si on veut juste prendre la donnée, la décision sur des comptes, on va s'étourdir très, très, très rapidement. Une fois qu'elle est modélisée par activité, avec les taux par activité, ça rend la décision beaucoup plus facile. À comprendre, à prendre, puis à expliquer aussi. Donc, la donnée financière, il ne faut pas la sous-estimer. Quand on investit, on a besoin de tous nos dollars, de tout notre temps. On a besoin de nos investisseurs, on a besoin de nos créanciers aussi là-dedans. On a besoin de parler aux banquiers. On a besoin de rentabiliser ça rapidement aussi. C'est le langage, dans le fond, qu'on doit apprendre à parler. Puis il n'y a rien de pire que d'avoir un bon investissement puis de ne pas être capable de l'expliquer avec des valeurs financières aux banquiers, puis que l'investissement banquier n'ait pas confiance là-dedans, dit bon, regarde, je ne suis pas capable de faire ça pour X, Y raison, mais on ne l'avait pas bien modélisé, cette information-là. La même chose que la donnée financière est complexe. Il y a beaucoup, beaucoup de programmes d'investissement actuellement, dans le fond, là, dans les 3-4 dernières années, particulièrement même dans les 2 dernières, au niveau de supporter l'investissement, par exemple, avec Investissement Québec. Il y a des nouveaux programmes qui viennent de sortir, là, des programmes SR qui stimulent les investissements stratégiques au Québec pour soutenir la croissance
de Québec en tant que tel, les gains de productivité, les crédits d'impôt, à l'innovation. Il y a plusieurs outils pour nous aider à investir, si je peux dire comme ça, pour nous aider à gagner en productivité. On ne se le cachera pas, au Québec, on est souvent même en retard. Là. On n'est pas souvent en retard, on est en retard là-dessus. Je faisais des recherches l'autre fois là-dessus, juste sur le nombre de robots par habitant, par 1000 heures travaillées, par 10 000 heures travaillées. Juste se comparer aux voisins, c'est sûr qu'on n'a pas le même bassin, tout ça, mais aux États-Unis, on est c'est des chiffres qui sont complètement différents. Là. Ici, on est à 128, 130, aux États-Unis, on est à 165, je pense. En Asie, c'est sûr, c'est une autre chose, là, mais on est à 300, 330. Mais tout ça pour dire que on a des outils pour investir. N'hésitez pas à vous entourer là-dedans pour poser des questions. On n'est pas obligé de jouer à Superman ou Super-Héros là-dessus pour investir, mais ça prend des données financières. C'est plate à dire, mais c'est la donnée qui décide si on le fait ou on ne le fait pas. C'est le banquier qui embarque ou qui n'embarque pas. Est-ce que c'est payant ou ça ne l'est pas? C'est en signe de pièce que ça se termine, cette discussion-là. Donc, c'est super important de bien prendre les données financières dans vos décisions en compte. Je ne dis pas de juste baser vos décisions là-dessus. On est un knowledge de business ou d'entrepreneur, tout ça, puis c'est correct, mais c'est important de bien l'attacher parce que sinon, on peut avoir des bons investissements qui tombent à l'eau pour des signes de pièces qu'on n'aurait pas dû avoir, puis c'est dommage en tabarouette, ou des frais qu'on n'avait pas pensé, mais une fois qu'on est embarqué là-dedans, mais le projet n'est plus rentable du tout. Il y a une curveball qui arrive, donc c'est extrêmement difficile. Ça prend du leadership, j'en ai parlé tantôt. Des décisions, il y en a plusieurs. Il faut être capable de la prendre, il faut être capable de vivre avec. On va en faire des bons, on va en faire des mauvais. C'est normal, on va trébucher une couple de fois dans des investissements, puis on ne l'aura pas vu. Au moment de la décision, c'était possiblement la meilleure décision qui avait été prise. Mais rendu là, la situation a tellement changé vite en 2 ans qu'en 1 an ou même en 1 semaine, que ça prend le leadership pour gérer ces changements-là. J'en ai parlé de l'importance des partenaires, des créanciers là-dedans. Là, c'est super, super, super important. C'est un autre débat. Comment on est capable de faire ça? Comme j'ai dit tantôt, ce n'était pas nécessairement un one-man show. Quand on investit, surtout pour les investissements les plus importants, je vous dirais qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas qui ne devraient pas passer par cette mécanique-là, là, souvent, de s'assurer qu'on investit en équipe. Si on reste en silo, puis que nos vendeurs ne parlent pas aux opérations, puis que les comptabilités ne parlent pas aux IT ni aux opérations, puis vous comprenez la dynamique, si on investit uniquement par silo, avec une planification qui est plus précise ou très scindée, ça va être extrêmement difficile. Lorsque c'est payant d'investir, c'est lorsqu'on est capable de se trouver un sweet spot, puis c'est pas obligé de passer 8 semaines ensemble à travailler sur le projet, mais d'avoir les bonnes plages bien préparées, d'avoir l'information bien structurée pour que la comptabilité des opérations, le IT, puis les ventes, puis la gestion soient toutes sur la même longueur d'onde. Je mets IT parce que la donnée est rendue tellement pertinente, est rendue tellement importante qu'on n'a pas le choix. Pas qu'on n'a pas le choix, mais qui font partie intégrante là, des décisions. Je vais en parler encore une fois un petit peu plus loin, là, mais le pouvoir de la donnée actuellement, là, ça nous prend l'information rapidement pour prendre des décisions. Puis il faut avoir ce soutien-là technologique. Ça change extrêmement rapidement pour s'assurer qu'on est tous gagnants là-dessus. Il me reste quelques petites minutes, là, il m'en reste 4-5. Juste pousser la réflexion. C'est un petit peu le wrap-up de tout ça aujourd'hui. Là. Comment on investit? C'est quoi les bonnes questions à se poser? Bien évidemment, il faut être capable de parler le langage de l'argent. Il y a des coûts, ça va me donner des enjeux de capacité, ça va me donner. L'impact va être souvent plus grand qu'uniquement sur des chiffres. Il va y avoir une gestion de changement à faire avec ça, mais il faut être capable de travailler en équipe là-dessus. Le point le plus important là-dessus, c'est souvent les vite contre les lents. Hein. On le voyait dans le passé, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. J'arrive de la grande entreprise, là, je travaille plusieurs années dans des multinationales, des grandes entreprises. C'est plus nécessairement les gros contre les petits, puis c'est les gros qui absorbent tout le monde. Maintenant, c'est la guerre des vite contre les lents. Là. Qui prend la bonne décision d'investissement au bon moment, qui est capable de la spinner rapidement, qui est capable de le développer rapidement, de l'implanter puis de le bénéficier là, de son investissement le plus rapidement possible. Pas nécessairement juste de le rentabiliser en 2 ans et demi, là, mais être capable de se bâtir son avantage concurrentiel là-dessus, de bien comprendre les clients, d'avoir les relations avec nos fournisseurs puis nos clients là-dessus pour que cet investissement-là soit payant. Il n'y a rien de pire qu'investir dans un robot puis
après ça, pas avoir de service, ou à l'inverse, investir dans un robot, puis on arrête de produire ce produit-là pour X, Y raison. Et tabarouette, il va nous coûter pas mal plus cher que prévu. Donc, c'est vraiment là, cette course-là de comment se positionner rapidement sur le marché, soit avec nos clients ou avec nos concurrents ou avec nos fournisseurs. C'est super important. Pour être capable de faire ça, si on regarde nos chiffres une fois par année, ça va être difficile. La donnée financière, c'est une coach qui est classique. Là. Je pense que ça fait 7, 8, 9 ans qu'elle existe. Là. La data is the new oil. La donnée, c'est la nouvelle huile. Il ne faut pas être enterré dans l'huile de données qui n'est pas bonne. De l'huile sale, ça ne sert à rien. Il faut trouver notre sweet spot en termes de données financières là, pour s'assurer que l'organisation et que nos investissements sont payants pour que tout coule le plus facilement possible dans toutes les incertitudes qu'on a. Là. C'est super important là-dessus. Les vite contre les lents, indirect. On ne le dira pas assez souvent, mais ça a un gros impact, dans le fond, sur notre structure de coûts. C'était beaucoup plus facile de faire mon vélo il y a 10 ans, il y a 15 ans, quand c'était Denis Michel qui travaillait dessus. Puis une fois qu'il était fini, il en faisait 4 par jour, puis je savais mon coût produit par année. Actuellement, là, ça va vite. Là. J'ai un robot qui fait ci, j'ai un robot qui fait ça. Ma structure de coût est complètement indirecte. J'importe des pièces, j'ai du frais d'entreposage, j'ai du frais de shipping. Notre structure de coût, elle change beaucoup. Puis l'impact sur les marges, puis la liquidité, là, c'est un fier de lance. Là. On ne peut pas perdre des projets parce qu'on n'a pas la liquidité ou qu'on a, là, j'ai fait de l'argent, je mets tout ça, je ne finance pas mes équipements, puis je ne leur touche pas du tout. J'ai de l'argent cette année, puis wow, il arrive une crise, il arrive X, Y raison, il arrive une opportunité d'affaires, puis je manque de liquidité, puis ça met de la pression, puis on met de l'énergie énormément sur notre gestion de liquidité pour payer nos employés. C'est pas bon signe, puis on retient nos paiements pour nos fournisseurs, puis on court après nos clients pour se faire payer. La relation d'affaires, c'est super, super importante actuellement. Fait que de bien comprendre nos marges, de bien comprendre notre rentabilité par produit, c'est super, super important pour s'assurer d'avoir la liquidité, de passer à travers toutes les curveballs, puis de pouvoir prioriser, dans le fond, là, les différents enjeux qu'on a. Évidemment, on ne sait pas ce qui s'en vient. Personne n'avait prédit la COVID. Ça bouge, la guerre arrive, les matières premières explosent, ça bouge, ça descend, l'immobilier, qu'est-ce qui va arriver, comment on va atterrir, est-ce qu'il va y avoir une récession, qu'est-ce qui va arriver dans 2 semaines, dans un mois, on ne le sait pas. Fait que c'est plus qu'on structure nos informations, plus qu'on est capable de se revirer rapidement là-dessus. Je ne dis pas de ne pas investir, parce que dans ma tête, si on n'investit pas, on recule, là, parce qu'il y a des gens qui investissent à côté. Il faut faire les bons investissements. Souvent, de faire un mauvais investissement est encore pire que d'en faire un tout de suite. Fait que de prendre les bonnes décisions. Je ne dis pas de ne pas investir, mais d'investir dans vos décisions et pas juste investir dans vos équipements ou dans votre qu'est-ce qui se touche, c'est super, super important. Là. Puis en arrière de tout ça, bien, ça prend le leadership de le faire. Là. Je pense que j'en ai parlé à plusieurs reprises, là, mais c'est un élément qui est super important là, de ce côté-là. Donc, on arrive pas mal. Ouais. J'ai plusieurs questions. Oui, bien sûr. On arrive donc au moment de la période de questions. Ouais. Je vous invite d'ailleurs à les formuler dans le chat, n'hésitez pas. Donc, je vais débuter avec une première question d'un de nos participants qui nous dit « J'ai déjà vu des gens qui allaient de l'avant avec un projet ayant un ROI de 8-9 ans, et ce, sans tenir compte de la vanne et des taux d'intérêt. Ces promoteurs disaient que le projet était rentable à long terme. Que pouvons-nous dire de cette façon de penser ?» C'est une bonne question. Puis, sérieusement, il y a des projets qui ont des ventes. Là, j'en ai mis à 2 ans. Là. Puis, j'en ai fait des projets des fois qui étaient tabarouettes à un peu, on l'étire, mais c'est tellement stratégique dans notre plan d'entreprise qu'il faut qu'on se positionne dans tel secteur ou peu importe, que ça peut faire du sens. Mais là, il faut être conscient du risque qu'il y a, du risque à ça. Faut, je ne dis pas que ce n'est pas un mauvais projet, mais c'est un projet, le niveau de risque augmente beaucoup. Puis en 7 ou 8 ans, il peut arriver beaucoup de variables. Tout ça, la pression sur les décisions va être très grande. C'est des investissements qui sont souvent beaucoup plus grands, qui sont plus gros, plus risqués, mais qui peuvent faire vraiment du sens. Ça revient encore avec la planification stratégique. Si mon objectif, c'est de vendre l'entreprise dans 2 ans, je dirais que c'est peut-être pas le même mindset, mais si ma planification stratégique, avec moi, là, dans 6 ans, dans 8 ans, il faut absolument que je sois positionné là parce qu'il n'y a personne qui va être capable de me rattraper. Ben, c'est un gamble que je suis capable de prendre. Si ma réflexion est solide, je suis capable de leader ce projet-là avec mes investisseurs, mes banquiers, puis de le livrer à terme, ça peut être extrêmement payant. Fait
Ça peut être un Ça projet, dépend un peu ça du peut être type un de projet qui est projet. fiable. Ah, il y a pas. C'est du cas par cas, mais il y a une réalité derrière, à savoir que sur 8 ou 9 ans, pour avoir un retour sur investissement, ça a une incidence sur l'entreprise. Il faut la considérer. Exact. Sur la liquidité de l'entreprise aussi, beaucoup. Oui, Si on n'a aucun enjeu de ce côté-là, puis aucun endettement, on est capable d'aller bien se structurer et de contrôler le risque. Je ne suis pas de l'école, il faut que ça prenne un ROI en 2 ans. Je me suis débattu longtemps pour augmenter justement la ROI parce que c'était tellement important. L'investissement était majeur, mais c'était tellement important pour le futur. C'est un no-brainer qu'il faut qu'on fasse. Dans certaines situations, ça peut être un excellent investissement, mais il faut y réfléchir comme il ok. faut. Il faut que ça soit bien attaché. Ok, parfait. J'ai une autre question. Comment on calcule le temps de production d'un nouvel employé peu expérimenté comparativement à un autre? Oh, très bonne question. Il y a plusieurs outils là-dessus aussi. Tout dépendamment aussi, c'est quoi les opérations, puis c'est quoi la technologie qui est inventée. Est-ce qu'actuellement, est-ce que les employés poinçonnent leurs heures travaillées sur des projets ou sur des tâches, puis tout ça? Il y a moyen de le mesurer, de le pondérer aussi. Il y a souvent des plans d'intégration d'employés qu'on va aller dire, bon, ben, la première semaine, on sait que tu vas être à 10 productif, tu vas gagner 10 par semaine ou 15 par semaine pour arriver à 4 semaines puis être à 100 d'efficacité. Si j'ai ce plan de match-là, puis je prévois faire 10 ou 12 embauches dans l'année, ben, je suis capable d'aller budgéter mon temps dans mon taux standard. Ça peut être une option. Une autre option qui peut être faite pour se mesurer dans nos activités de soutien, là, si on structure l'information financière comme du temps de formation, on est capable de le budgéter ou de l'estimer, bien, on est capable de le répartir par activité aussi par la suite pour se créer des standards. Ensuite de ça, bien, on va aller mesurer est-ce que mon standard est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon. C'est une très, très bonne question. Puis c'est une question que je poserais beaucoup au niveau du superviseur ou du formateur, d'impliquer nos gens dans ces mesures-là. C'est pas directement, c'est pas juste au comptable à penser à ça ou au directeur ou au vice-président. Des fois, c'est de ramener ça, de ramener la question directement. Comment tu vas te mesurer? J'engage 2 ou 3, 4 personnes, on va les former, de retourner directement avec l'utilisateur, le premier utilisateur de la mesure. Ça peut faire, si la culture d'entreprise le permet, évidemment, ça peut être une excellente question à aller directement sur le pain point de qui est touché par cette question-là. Ok. J'ai donc une autre question. On a parlé tantôt, un peu plus tôt, de l'impact sur les liquidités quand on échelonne le projet sur 6 ans. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus en expliquant un peu plus? Ouais. Attends, je peux revenir ici. Est-ce que je peux avoir une petite précision sur la question ou qu'est-ce qu'il y en a un petit peu? Peux-tu juste répéter la question? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on parlait plutôt de l'impact sur les liquidités quand on échelonne le projet sur 6 ans. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus en expliquant un peu plus comment on va en fait identifier l'impact sur les liquidités sur 6 ans? Oui, parfait. Cette période-là. C'est bon. Fait que, tout dépendamment de la structure de notre projet, mettons qu'on a 450 000. Là, je ne l'ai pas détaillé, puis c'est une super bonne question, là, merci. Sur le 450 000, tout dépendamment, on va avoir des créanciers, on va avoir des financiers, on va avoir un investisseur, on va aller chercher des subventions, on va être capable d'aller en passer un certain montant en subvention. Fait que dans nos liquidités, notre 450 000 on va le répartir aussi, on va avoir de l'amortissement, on va avoir des coûts, on va rembourser notre capital, par exemple, sur 5 ans. Donc, c'est pour ça que sur une échelle, dans le fond, de 5 à 6 ans, c'est souvent une bonne analyse d'aller voir ça va me coûter quoi en cash flow, en liquidité, ça va me coûter quoi l'année 1, l'année 2, l'année 3, qu'est-ce qui va me sortir mes flux nets, qu'est-ce qui va me rentrer, qu'est-ce que ça va générer comme rentrée de fonds pour aller l'échelonner. Dans le fond, effectivement, on aurait pu le mettre sur 5 ans, puis ça aurait été correct aussi. Là. Sur la durée de vie de l'équipement, si je me dis que mon équipement il va avoir plus de valeur dans 6 ans parce qu'il va avoir été complètement utilisé, je ne serai même pas capable de le revendre. C'est une fenêtre, mais cette fenêtre-là est discrétionnaire aussi. Moi, je me dis, bon, ben, regarde, dans 5 ans, c'est comme ça que c'est 5 ans, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle précise là-dessus. Ça va dépendre en fait de l'investissement en tant que tel, où là, tu vas répartir sur 5 ans, 6 ans ou autre, dépendamment des besoins.
Exact, ce que exact. tu mentionnes. Souvent, ouais, là, c'est un exemple simple pour l'exercice, là, mais des fois, en modélisation financière avancée, mettons, on serait capable d'aller, on irait quantifier justement les flux de trésorerie, là, de vraiment regarder le cash flow, faire un budget de caisse de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, les fausses dépenses, pas les fausses dépenses, mais les dépenses comme de l'amortissement, tout ça qui viendrait là, couvrir ou pas couvrir notre dette. Il y a des calculs, dans le fond, on va aller utiliser cette donnée-là, nos flux monétaires par année ou par trimestre ou peu importe, pour s'assurer qu'on est capable de payer notre dette. Parce que ça prend de la liquidité pour payer notre dette. Donc, des ratios de couverture de dette, ça, les banquiers vont absolument regarder ça. Pour eux, un banquier va vouloir s'assurer que si j'investis chez vous, tu vas être capable de me payer. Donc, on va aller regarder ça me coûte combien d'intérêt, ça me coûte combien mon BAYA, là, mon bénéfice avant intérêt et impôt, ma capacité de payer, est-ce que je vais être capable de couvrir ma dette, mes capitales, mes intérêts? Parce qu'il y a des fausses dépenses, là, évidemment, ce n'est pas de l'amortissement, il faut sortir de l'amortissement de ça. Donc, il y a certains modèles qu'on est capable de faire un petit peu plus avancés pour la flux de trésorerie. Ouais. OK, parfait. Brigitte, est-ce que ça répond à la question? S'il y a des choses à ajouter, mentionnez-le dans le chat, je serai en mesure de partager avec Marc-Antoine. Je vais passer à la question suivante. Certains investissements ne sont pas rentables, mais permettent de réduire l'impact du manque de main-d'œuvre ou de la surcharge de travail. Qu'en pensez-vous? Ah, c'est tellement d'actualité. C'est un très bon point, très bonne question. Oui, il y a des. Ça, là, c'est une super question, je peux partir là-dessus. Là. L'important, dans le fond, puis de réduire l'impact du manque de main-d'œuvre, c'est de bien connaître notre structure de coût. Si on connaît ça nous coûte combien, on est capable de gérer notre élastique puis dans notre planification stratégique. Si on a bien cerné vers où qu'on s'en va, puis c'est quoi notre structure de coût, oui, il manque de main-d'œuvre, mais j'ai besoin de passer à travers, puis j'ai besoin d'investir là-dessus, puis je suis prêt à mettre de l'argent sur la table pour continuer mes opérations, puis à diminuer à la limite même mes bénéfices sur un an ou deux. Mais je n'ai pas le choix de le faire. Je sais que ce n'est pas rentable, mais je le fais parce que je veux garder mes employés clés, puis on va passer à travers la tempête, surtout dans les dernières années. Est-ce qu'on doit surcharger? Oui et non, ça dépend de la relation qu'on a avec nos clients, avec nos fournisseurs. Ou est-ce qu'on est capable d'aller chercher des gains ou est-ce qu'on n'est pas capable d'aller chercher? C'est la question facile. Là. Mais ou de la surcharge de chaleur. Juste en revenir, je veux juste m'assurer de bien répondre à la question parce qu'elle est vraiment bonne. C'est ça, c'est tout ce qui est en fait associé à des projets qui ne seront pas forcément en fait des investissements rentables, mais qui vont permettre effectivement de la rétention d'employés ou de réduire les problématiques associées au manque de main-d'œuvre ou à de la surcharge de travail. Donc effectivement, il n'y a pas d'investissement rentable, mais l'entreprise n'a comme pas le choix de faire certaines choses. Ça, c'est de le quantifier, d'avoir des loss leaders ou d'avoir des activités qu'on le sait qu'on est en train de perdre de l'argent, c'est correct. Il faut savoir combien, savoir jusqu'où on va. Voilà. Ça, c'est vraiment important. OK. Si donc, on ne peut pas faire ça les yeux fermés, en fait. Exact. Si on ne le sait pas, puis c'est pas rentable, je sais que c'est pas rentable, mais je ne sais pas de combien puis pour combien de temps, ça, c'est dangereux. Okay. Ça, c'est dangereux parce que là, on va creuser un trou tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, on n'aura plus la marge de manœuvre pour prendre les bonnes décisions. On va tomber dans des situations plus complexes qu'on ne veut pas nécessairement être, soit avec nos banquiers, nos investisseurs ou nos employés, que là, on n'a plus d'argent pour payer. C'est pas facile. La réponse claire, c'est oui, c'est correct, mais il faut savoir combien et combien de temps. Voilà, parfait. On a encore un petit moment pour une dernière question. Je vais laisser le temps aux personnes d'y répondre si c'est requis. J'en poserai une question, moi, s'il reste 2 minutes. Je t'en prie, vas-y. Je pense qu'il reste 14, encore plusieurs. Il nous reste un peu moins de 5 minutes, on va dire. C'est bon, mais à l'inverse, moi, je voulais la poser. Vous voyez ça comment, vos investissements chez vous actuellement? Comment vous voyez ça s'il y a quelqu'un qui est game de prendre le micro ou de la présentation, sans parler de chez vous, là, comment vous avez trouvé là, la présentation? Je repose la question, moi. Si quelqu'un veut lever la main, Maud va être capable de partager. On a des participants timides. C'est normal, c'est bien correct.
Bon, de façon générale, je te dirais qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été partagées. Ouais, Comme on l'a mentionné tantôt, on a fait un enregistrement, donc on va être en mesure de le repartager avec les participants ouais. afin qu'ils aient plus de facilité à regarder l'ensemble parce que évidemment, parler de tous ces points-là, c'est beaucoup d'informations. Mais écoute, je te tiens à te remercier, Marc-Antoine, d'avoir accepté notre invitation. Ça nous a permis d'avoir une bonne idée de l'importance d'évaluer effectivement adéquatement la rentabilité des projets d'investissement en entreprise. Je souhaite également remercier tous les participants pour votre présence. On va vous transmettre un court sondage. C'est important de nous faire part de vos commentaires et des sujets qui pourraient vous intéresser pour nos prochains webinaires. Puis, merci encore à tous et je vous souhaite un excellent après-midi.